Bienvenue dans Entre nous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui paraît tout droit sortie d'un thriller, un mauvais thriller politique. Ouais, la réalité dépasse souvent la fiction, hein. Complètement. Imagine un peu, comment est-ce que l'assassinat brutal d'un chef d'État dans les Caraïbes a pu être planifié, financé et organisé presque comme une simple acquisition d'entreprise, et tout ça depuis des bureaux climatisés du sud de la Floride. C'est une question qui semble absurde, mais c'est exactement la réalité troublante au cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Voilà, notre mission là, c'est de plonger dans les milliers de pages de documents judiciaires, les chroniques d'audience et les analyses médico-légales qui viennent tout juste d'être rendues publiques en ce mois de mars 2026. Des documents très attendus d'ailleurs. Tout à fait. Et tout cela concerne le procès fédéral de Miami sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, un événement tragique survenu en juillet 2021. Et c'est une histoire qui part dans tous les sens. Ah ça, oui. Ça mêle des mercenaires surentraînés, des sociétés de sécurité privées floridiennes et surtout des failles d'enquête absolument stupéfiantes. C'est pas un simple fait divers international, c'est un véritable cas d'école sur l'extrême difficulté, voire l'impossibilité totale, de rendre une justice parfaite à l'échelle transnationale. Et pour bien comprendre, il faut d'ailleurs faire un saut géographique immédiat pour bien poser le cadre. Avant même d'essayer de comprendre le chaos absolu de la scène de crime dans la résidence présidentielle à Port-au-Prince, il est indispensable de braquer les projecteurs sur la salle de conférence en Floride. Là où tout a commencé, en fait. Exactement. C'est là que toute cette machinerie aurait été mise en route. L'épicentre de cette affaire ne se trouve pas dans les rues d'Haïti, mais dans une zone industrielle de Doral, tout près de Miami. Bon, décortiquons tout ça. Pour comprendre comment on en arrive à tuer un président en exercice, on doit d'abord analyser la logistique et le financement. La base de toute opération. Ouais. Et il y a une image frappante qui ressort en lisant ces documents d'accusation. L'organisation de ce complot, ça ressemble de manière glaçante à un genre de pitch de start-up, C'est un peu ça, oui. avec des tableaux de bord et tout. C'est ça. On a des réunions stratégiques, on a des levées de fonds, des promesses de retour sur investissement. Sauf que le produit final, c'est un coup d'État mortel soutenu par une vingtaine de mercenaires colombiens lourdement armés. C'est la bureaucratisation pure et simple de la violence d'État. Et sur le banc des accusés, on retrouve 4 hommes qui risquent la prison à vie, qui plaident non coupables et dont les profils, franchement, défient l'imagination, Ah oui, le casting est assez incroyable. On a d'abord Arcangel Pretel Ortiz, qui n'est autre qu'un ancien informateur du FBI, rappelons-le. ce qui ajoute une couche de complexité énorme. Ensuite, on a Antonio Tony Intriao. Lui, c'est le propriétaire de CTU Security, fameuse entreprise basée à Doral. D'accord. Il y a aussi Walter Weintemlia, qui est un peu le financier du groupe. Et enfin, James Solage, qui servait de représentant pour CTU directement en Haïti. Un maillage bien organisé, quoi. Ce qui est fascinant ici, c'est la stratégie de la justice extraterritoriale américaine. Et surtout la mécanique qui permet à un tribunal de Miami de juger un crime commis à l'étranger. Parce qu'ils ne jugent pas le meurtre en soi, si je comprends bien. Exactement. Le tribunal fédéral ne juge pas, d'un point de vue strictement technique, l'acte physique de tirer sur la gâchette sur le sol haïtien. Il juge l'utilisation spécifique du système financier, des télécommunications et du territoire des États-Unis pour, je cite, fournir un soutien matériel à un complot meurtrier. C'est une nuance juridique super importante. Tout à fait. Et l'accusation trace une évolution très sombre de ce complot. Au départ, d'avril jusqu'au début de l'été 2021, les documents parlent d'une opération de prétendue arrestation légale. Voire d'un kidnapping, non? Voilà, un kidnapping justifié par un soi-disant mandat d'arrêt haïtien. Mais cette façade a glissé, selon les procureurs, vers un projet d'assassinat pur et simple. Le but, Installer un successeur docile. On parle de figures comme Christiane Emmanuel Sanon ou l'ancienne juge Wendell Cock-Tello. Et la motivation derrière ce changement de plan soudain? C'est là qu'on retrouve le fameux retour sur investissement dont je parlais. l'argent, toujours. Évidemment. L'objectif ultime, ça semblait être l'obtention de contrats gouvernementaux massifs, genre pour des infrastructures et de la sécurité, une fois la nouvelle administration en place. Ce qui explique l'implication d'un financier comme Ventemilla. Exactement. Le gars a littéralement ouvert une ligne de crédit de 175 000 $. 175 000 $, c'est dingue. Et une somme en partie utilisée pour acheter des munitions et de l'équipement lourd. Mais face à cette théorie de l'accusation, qui semble super solide, comment la défense tente-t-elle de justifier la présence de mercenaires colombiens armés jusqu'aux dents dans la chambre d'un président ? Eh bien, la ligne de défense est d'une audace remarquable. Les avocats des 4 accusés soutiennent que leur client opérait une entreprise de sécurité totalement légitime.
Sérieusement? Oui, leur argument central, c'est que CTO Security a été engagé uniquement pour fournir une protection lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt valide. Un peu facile comme excuse. Attends, ils vont beaucoup plus loin. Sur la nuit même de l'attaque, la défense affirme que le président Jovenel Moïse était en réalité déjà mort. Déjà mort? Oui, tué par ses propres gardes ou par des éléments de la police haïtienne lors d'une trahison interne. Et ce, avant même que l'équipe de mercenaires colombiens ne pénètre dans la chambre. En fait, ils tentent de déconnecter la planification floridienne du meurtre effectif. Waouh! Cette planification froide avec ses lignes de crédit et ses contrats anticipés, ça contraste d'une manière incroyablement brutale avec la terreur vécue sur le terrain la nuit du 7 juillet 2021. C'est deux mondes différents. Totalement. La réalité de cette nuit-là a été exposée au tribunal avec des détails qui glacent le sang par la témoin vedette de l'accusation, la veuve du président Martine Moïse. Ces témoignages, livrés les 11 et 12 mars, décrivent une scène cauchemardesque. C'est terrifiant à lire. Elle raconte avoir été réveillée vers 1 heure du matin par des tirs nourris résonnant dans la résidence et elle se souvient de son mari qui se tourne vers elle dans l'obscurité pour lui dire avec une lucidité terrifiante « Chérie, nous sommes morts ». Le contraste entre le langage administratif des accusés, avec leur ligne de crédit, et ce témoignage viscéral est en effet saisissant. Tu m'étonnes. À la barre, Martine Moïse a détaillé comment les assaillants ont fait irruption dans leur chambre en parlant espagnol. Un détail qui a son importance. Énormément d'importance. C'est un détail linguistique crucial qui relie directement l'attaque aux anciens militaires colombiens recrutés par l'entreprise CTU. Ouais. Le président a été abattu de 12 balles à bout portant. Martine Moïse, elle-même gravement blessée par les tirs, a dû recourir à un instant de survie inimaginable. Elle a fait la morte pendant près de 45 longues minutes. 45 minutes, le corps en sang, à écouter ça. Oui, entendant les tueurs fouiller la pièce, retourner les affaires à la recherche de documents spécifiques et emporter des bijoux. Au milieu de ce récit effroyable, il y a une déclaration explosive qui a émergé lors de son témoignage. Martine Moïse a ouvertement accusé les anciens dirigeants haïtiens, Michel Martelly et Ariel Henry, d'avoir joué un rôle, allant jusqu'à affirmer que des personnes actuellement au pouvoir à Port-au-Prince sont impliquées dans l'assassinat. Ce sont des accusations extrêmement lourdes. Très lourde. Et là, il faut évidemment prendre énormément de recul. Le but de notre analyse n'est absolument pas de valider ces théories politiques ou de prendre un quelconque parti sur la situation interne haïtienne. Non, bien sûr, c'est fondamental de le préciser. On ne prend aucun parti. Exactement. Nous ne faisons que rapporter fidèlement la teneur des débats et ce qui a été dit sous serment. Mais le simple fait que de telles accusations résonnent dans un tribunal fédéral floridien, ça illustre parfaitement à quel point ce dossier est un champ de mine politique. Les ramifications dépassent largement les 4 hommes assis sur le banc des accusés. Ah oui, l'introduction de la politique haïtienne dans une cour américaine complique considérablement le travail du jury. Il doit faire le tri entre les faits matériels purs et durs et des allégations de complot étatique tentaculaire. C'est un casse-tête. Et c'est justement sur ce terrain de l'incertitude que la défense s'est engouffrée lors du contre-interrogatoire de Martine Moïse. L'avocat David Howard a mené un interrogatoire extrêmement agressif. J'ai lu ça, c'était très tendu. Très exigeant. Il traquait la moindre petite incohérence entre les déclarations de la veuve à la barre en 2026 et ses tout premiers entretiens avec le FBI réalisés des années plus tôt, alors qu'elle était encore sur son lit d'hôpital traumatisée. Bah oui, forcément. Il a questionné la chronologie exacte, le nombre de tirs entendus, la position précise des corps, bref, il a tout décortiqué. Et en observant cette stratégie, on est vraiment en droit de se poser une question fondamentale sur le fonctionnement de la justice. Je veux dire, est-il seulement pertinent, ou même logiquement valable, de décortiquer au chronomètre la mémoire d'une survivante qui s'est vidée de son sang en faisant la mort pendant 45 minutes? C'est une vraie question éthique et scientifique. Cerveau en état de choc traumatique ne fonctionne pas comme un disque dur d'ordinateur ou une caméra de vidéosurveillance. La mémoire fragmente l'expérience pour se concentrer uniquement sur la survie. Si l'on relie cela à la situation globale du procès pénal, on touche du doigt la friction inévitable entre la science du trauma et les exigences rigides du droit. C'est-à-dire, L'amygdale, qui est la partie du cerveau qui gère la peur, prend le dessus lors d'un tel événement et brouille l'encodage chronologique des souvenirs. Cependant, dans une cour de justice où des hommes risquent la perpétuité, le mandat des avocats de la défense n'est pas d'offrir de la validation psychologique. leur but, c'est de défendre leurs clients à tout prix. Voilà. Leur rôle constitutionnel est de tester la robustesse de la preuve et de créer un fameux doute raisonnable.
En exposant les variations de son récit, l'avocat David Howard ne tente pas nécessairement de faire croire au jury qu'elle ment délibérément. Il cherche juste la brèche. C'est ça. Il instille l'idée que si le récit principal de l'accusation repose sur une mémoire faillible, alors l'ensemble de la théorie gouvernementale pourrait comporter des failles. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce fameux doute raisonnable que la défense s'efforce de construire lors du contre-interrogatoire, il trouve son carburant le plus explosif dans la phase suivante du procès. Les fameuses révélations sur le FBI. Exactement. Les révélations sur l'enquête initiale du FBI sur la scène de crime. Les détails sont vertigineux. L'agent spécial Martin Suarez, en charge de l'affaire, a admis à la barre être arrivé sur les lieux du crime à Port-au-Prince 6 jours après l'attaque. 6 jours. Entiers. Dans une scène de crime majeure. 6 jours entiers d'attente. Et une fois sur place, l'équipe du FBI n'est restée dans la résidence que 6 heures. C'est l'équivalent d'arriver devant les décombres d'une maison incendiée près d'une semaine plus tard, avec un simple pistolet à eau, et de repartir avant même le déjeuner. Cela soulève une question importante sur la réalité opérationnelle et les limites juridictionnelles des enquêtes transnationales. Il faut rappeler que le FBI n'opérait pas sur le sol américain. C'est vrai. Il dépendait des autorisations et de la sécurisation par la police nationale d'Haïti dans un pays plongé dans un chaos institutionnel total à ce moment-là. Mais bon, l'explication du délai par un contexte hostile n'efface pas les conséquences judiciaires désastreuses. Bah oui, les preuves s'envolent. Le témoignage a révélé qu'aucune empreinte digitale et aucun test ADN n'ont été prélevés sur les lieux par les agents fédéraux. L'agent Suarez a invoqué le timing comme facteur limitant, laissant la scène sous le contrôle des autorités locales. C'est lunaire. Et plus incroyable encore, certaines zones arrière de la résidence n'ont été formellement fouillées pour la première fois qu'en 2023, 2 ans plus tard. Mais ce qui défie la raison, c'est l'aveu de l'agent José Loureiro. Il a déclaré sous serment que l'équipe n'avait même pas apporté de kit de prélèvement d'empreintes digitales depuis les États-Unis. Même pas le matériel de base. Rien. Et la justification, il pensait avoir, je cite, déjà des informations sur les Colombiens. C'est une approche qui ressemble à un biais de confirmation flagrant. Ah bah totalement. On ne cherche pas de preuves parce qu'on a déjà décidé de qui est coupable. Ils n'ont mené aucune investigation sur les nombreux ennemis politiques internes du président Moïse. On laisse une scène de crime grande ouverte aux intempéries, aux pillages et aux manipulations pendant des jours, et on décide sciemment d'ignorer la collecte scientifique de base. Et du point de vue de la défense, représentée par des avocats chevronnés comme Maricel Descalzo ou Orlando Docampo, ce vide médico-légal n'est pas juste une erreur. C'est une aubaine. C'est une mine d'or tactique. L'absence de preuves scientifiques irréfutables collectées dans les règles de l'art par le FBI alimente directement la théorie qu'ils ont présentée au jury. Celle de la scène manipulée. Oui, l'idée d'une scène de crime gravement contaminée, voire d'une exécution orchestrée de l'intérieur par la garde présidentielle avant l'arrivée des Colombiens, sans ADN frais, sans empreinte pour situer physiquement les assaillants à des endroits précis de la chambre à l'heure exacte de la mort, l'accusation perd son ancrage matériel le plus solide. Ouais, la science est remplacée par la supposition en gros. Exactement. Sauf que l'accusation n'est pas arrivée au tribunal les mains complètement vides non plus. Même si l'ADN et les empreintes manquent à l'appel, les procureurs ont bâti leur dossier sur d'autres preuves matérielles visant à relier la Floride à la chambre présidentielle. Les fameuses preuves balistiques. Voilà. Ça nous amène à la présentation du 19 mars, qui a transformé le tribunal en véritable théâtre. Les procureurs ont exposé devant le jury 8 armes de grande puissance saisies dans le cadre de l'enquête. Et la pièce maîtresse de cet arsenal, c'était un fusil de type AR, de la marque Palmetto Armory. Les experts en balistique ont témoigné que les stries laissées à l'intérieur du canon de cette arme spécifique correspondaient parfaitement aux fragments de balles extraits du corps du président Moïse. C'est une preuve solide, ça. Très solide. Et à cette correspondance balistique, l'accusation a ajouté d'autres éléments matériels troublants. La découverte de gilets pare-balles portant l'écusson de l'entreprise floridienne CTU, ainsi que la récupération des objets personnels de Martine Moïse, directement retrouvés en possession du mercenaire Mario Palacios après sa fuite. Sur le papier, retrouver l'arme du crime et les bijoux de la victime sur un homme lié à l'entreprise floridienne, ça semble clore le débat, non ? En théorie, oui. Mais la défense a immédiatement attaqué l'intégrité de ces preuves en s'en prenant à ce qu'on appelle la chaîne de traçabilité. Ils ont mis en lumière le fait que certaines de ces preuves n'ont été intégrées formellement au dossier qu'en 2023. C'est un délai énorme pour des preuves. Ouais.
Ils ont montré au jury des emballages de preuves qui n'étaient pas correctement scellés. Ils ont même souligné un trou noir de 18 mois dans le suivi documentaire d'un des fusils. Et l'ambiance était d'ailleurs tellement électrique autour de ces armes qu'un avocat de la défense a, par pure inadvertance, soulevé une arme en direction du box des jurés. Ah oui, j'ai vu ça, la juge Becerra a dû intervenir en urgence pour faire baisser le canon. C'était le chaos. Totalement. Mais prenons un peu de recul face à cette stratégie de la défense. Si l'analyse au microscope prouve indéniablement que la balle fatale est sortie de cette arme précise, est-ce que le fait qu'une boîte en carton ait été mal fermée a une réelle importance scientifique? Ou est-ce que c'est simplement une manœuvre juridique pour exploiter un vice de procédure? C'est une excellente question. Mais la rigueur de la chaîne de traçabilité n'est pas qu'une simple formalité bureaucratique. C'est le mécanisme fondamental qui garantit l'intégrité de la preuve judiciaire. C'est-à-dire? On peut comparer cela à la technologie de la blockchain, tu vois. Si un seul maillon de la chaîne est rompu, l'historique entier devient suspect. Si un sac de scellés est ouvert ou si une arme disparaît des registres pendant 18 mois, comment le jury peut-il acquérir la certitude absolue que l'arme testée par le laboratoire du FBI en 2023 est exactement dans le même état que lorsqu'elle a été trouvée? Ah, je vois, elle aurait pu être manipulée. Exactement. Qu'elle n'a pas été substituée ou altérée. C'est crucial, parce que la défense ne nie pas nécessairement que ce fusil a tué le président. Attends, ils avouent ça? Ils ne le nient pas directement. Ce qu'ils soutiennent, c'est que leurs clients floridiens n'ont fait que fournir une équipe. Ils exploitent ces failles pour affirmer un truc du genre « Vous ne pouvez pas prouver scientifiquement et sans l'ombre d'un doute que c'est un membre de notre équipe qui tenait cette arme au moment précis de l'assassinat. » Ils utilisent la faille logistique pour couper le lien de causalité directe. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si l'on retrace la trajectoire complète de ce dossier, on a un contraste qui donne le vertige. C'est le moins qu'on puisse dire. On commence par des transferts de fonds, des contrats et des réunions en costume dans les zones d'affaires climatisées de Floride. Ensuite, on bascule dans l'horreur absolue et la violence sanglante d'une nuit de juillet dans les Caraïbes. Et on atterrit finalement dans une salle d'audience ultra sécurisée de Miami, où la responsabilité d'un assassinat d'État se joue sur des débats techniques concernant l'absence d'un kit d'empreinte et des scellés mal fermés. L'implication de cette affaire est monumentale, car elle expose de manière crue les limites inhérentes du système de justice international contemporain. C'est un peu le constat d'échec, non? D'un côté, oui. Il y a Haïti, un État souverain qui souffre d'un effondrement institutionnel massif, d'un vide de pouvoir paralysant et d'une violence endémique. Ça le rend incapable de mener à bien l'enquête initiale. Et de l'autre côté? De l'autre, on a un tribunal fédéral américain disposant de ressources colossales, capable de retracer le moindre virement bancaire en Floride, mais qui se heurte au mur de la réalité locale. Ce tribunal ne peut offrir qu'une justice partielle. Il est incapable de compenser rétroactivement l'absence de preuves scientifiques dues à une scène de crime abandonnée au chaos. La justice, ici, reste tributaire d'un point d'origine qui n'a jamais été correctement sécurisé. Ce constat, ça m'amène à une réflexion finale. Une idée assez troublante qui émerge quand on assemble toutes ces pièces. Mais je t'écoute. Si ces procès extraterritoriaux, malgré tous leurs moyens, finissent inévitablement par s'enliser dans ces failles de preuves internationaux, s'ils ne parviennent au final qu'à attraper les financiers imprudents ou les intermédiaires logistiques basés sur le sol américain, ce système ne risque-t-il pas, paradoxalement, d'encourager les véritables commanditaires politiques à l'étranger? C'est un point de vue très intéressant. Sachant que la chaîne de preuves scientifiques se brisera inévitablement à la frontière d'un État en crise, le crime politique parfait de demain ne sera-t-il pas tout simplement un meurtre méthodiquement externalisé et sous-traité à l'international, conçu sur mesure pour s'évaporer dans les failles de la juridiction? C'est une perspective effrayante, mais sur laquelle il faudra méditer, effectivement. Le système montre ses limites. Absolument. Il est vital de garder son esprit critique face à ces immenses dossiers internationaux et de toujours se demander, au final, qui tire réellement profit du chaos et de l'opacité. Merci d'avoir plongé avec nous dans ces documents complexes et à la prochaine pour une nouvelle exploration.